L'art de presque savoir, aujourd'hui presque un mot savant, l'art de la signature. Aujourd'hui, Pastello à l'atelier s'entraîne à signer. Quel est l'intérêt d'une signature? À quoi sert-elle? Quel est l'enjeu de la signature et l'histoire de la signature dans les arts? Non, Pastello, signer n'est pas obligé dans les arts. D'ailleurs, pendant longtemps, on ne l'a pas fait. À l'Antiquité, on peut connaître des noms d'artistes, mais rarement un nom d'artiste qui est associé à une œuvre d'art. L'atelier avait tendance à primer sur l'individualité. L'artiste est peu connu, et la plupart des chefs-d'œuvre ne sont pas associés au nom de leur réalisateur. Au Moyen Âge, l'artiste travaille dans un système corporatif qui fait de lui, la plupart du temps, un artisan qui doit s'effacer devant un commanditaire ou un chef d'atelier. Parfois, certains d'entre eux apparaissent sous forme d'images au sein même de leur œuvre, notamment dans l'art de la miniature et du manuscrit. Au Moyen Âge, l'enlumineur est donc souvent un moine copiste. La signature du peintre n'apparaîtra pas, contrairement à la marque du copiste. Mais ces petits personnages qui se glissent dans les images peuvent parfois laisser à penser que la signature est tout de même présente. Avec la Renaissance, la société va changer, moins centrée sur Dieu, plus centrée sur l'homme. Elle va permettre une certaine émancipation de l'artiste. Bien évidemment, cela dépendra de l'époque, du temps et de la personnalité de l'artiste. Quelqu'un comme Léonard de Vinci ne signera que très peu ses œuvres. Il faut parfois chercher la signature qui se cache dans une œuvre. Elle n'apparaît pas forcément comme on l'imaginerait aujourd'hui. En effet, difficile à trouver. Il faut peut-être regarder d'un petit peu plus près. Ici, dans le cortège d'images, se cache le peintre. Utilisons la loupe. Le voilà. Il porte un chapeau avec son nom. C'est sa signature. Ou plutôt une crypto-signature. Là encore, la signature est dissimulée. L'as-tu trouvé, Pastello? Elle est cachée dans l'encadrement du tableau. Il s'agit d'un petit médaillon dans lequel Jean Fouquet a laissé son nom ainsi que son portrait. De l'encadrement, il ne nous reste que ce médaillon. Parfois, les plus grands artistes de la Renaissance n'ont même pas signé leurs œuvres. Michel-Ange n'en signera qu'une seule, et lorsqu'il réalise son chef-d'œuvre absolu, la Chapelle Sixtine, il ne la signe pas. Mais on peut retrouver son portrait à plusieurs reprises, caché dans la peau de Saint-Barthélemy, qui vient de la perdre, sa peau, puisqu'il a été écorché. C'est bien le portrait de Michel-Ange que l'on peut reconnaître dans cette peau détachée du reste du corps, ou encore dans la figure du prophète Jérémie. Avec la perspective va naître l'art du trompe-l'œil, un jeu visuel qui consiste à faire croire à la réalité de l'objet. On trompe donc l'œil du spectateur. Oui, c'est toujours le spectateur qui est trompé. Mais si la signature est appliquée comme elle est appliquée sur n'importe quel tableau, l'illusion du trompe-l'œil disparaît. Quel dilemme pour les artistes de la Renaissance qui doivent à la fois produire une œuvre en perspective, donc montrer leur génial savoir-faire technique, s'émanciper en signant l'œuvre et en montrant qu'ils sont des artistes à part entière, et se retrouvant à faire une œuvre qu'ils ne peuvent pas signer de peur de compromettre la réalité de leur savoir-faire. Le cartellino, qui apparaît ici, permet à Jacopo de Barbari de signer sans l'avoir véritablement fait. Cette œuvre est considérée comme étant le premier trompe-l'œil de l'histoire de l'art depuis l'Antiquité. Tu n'es pas obligé de signer, mais tu peux aussi choisir différentes manières de signer. Le terme de signature, pour décrire la position d'un nom en bas d'un tableau, n'apparaît qu'au début du XIXe siècle, avec la littérature muséographique. Tu peux signer de ton nom et de ton prénom, comme le faisait Claude Monet, qui tenait beaucoup à signer ses tableaux, qui en a même signé un, deux fois. Claude Monet vit à l'ère où les galeries d'art vont se développer, ainsi que les marchands d'art. Signer une œuvre, c'est valoriser l'œuvre et pouvoir la vendre plus cher dans un contexte qui est celui du marché de l'art. Et attention, tout n'est pas signature. C'est le cas par exemple ici du tampon d'atelier qui a été apposé sur le portrait de Camille. En effet, à la mort de l'artiste, généralement on met les scellés sur l'atelier et ce qui n'a pas été signé reçoit un tampon apposé par un notaire. Ce n'est pas une signature. Tu peux choisir de ne mettre que ton prénom. Ici, Van Gogh a choisi de signer de son prénom, Vincent. Cela a lancé tout un tas de spéculations sur le reniement de Van Gogh et de son nom de famille. En fait, Van Gogh n'a quasiment jamais signé ses tableaux, et encore moins ses chefs-d'œuvre. Ça n'est pas la peine d'utiliser une loupe, tu ne trouveras pas de signature sur ce tableau. Van Gogh ne vendait pas ses tableaux. Pourquoi les signer? En tout cas, dans un premier temps. Tu peux choisir aussi d'y apposer une marque, comme le monogramme, ici celui d'Albrecht Dürer, en sachant que la signature de Dürer a beaucoup évolué dans le temps. Il a d'abord signé de son nom complet, puis ensuite de son nom seulement, et puis petit à petit d'un monogramme qui lui aussi va évoluer. On retrouve le monogramme dans la peinture de Toulouse-Lautrec, qui parfois, comme une crypto-signature, est intégrée à l'œuvre. Le monogramme devient ici boucle de ceinture. On peut aussi cacher sa signature et faire de cette signature quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Dans cette nature morte, par exemple, se cache une signature. L'as-tu trouvé, Pastello?
Il s'agit de la bague, parce que peut-être avez-vous remarqué que le nom de l'artiste est Peter Dering, Peter de la bague. Il utilisera donc une bague pour signer ses œuvres. Hérimède de Blesse est encore plus mystérieux. On le surnommait la Civetta, c'est-à-dire la chouette, puisqu'il glissera dans ses tableaux une petite chouette qui parfois vous oriente sur la compréhension du tableau. La difficulté est de la trouver, parce que la plupart du temps, elle est vraiment bien cachée, et surtout elle est de petite taille. On la voit ici, on la voit là, cachée dans les rochers, et qui parfois vous entraîne à regarder différemment le rocher pour voir autre chose, peut-être dissimulé dans le tableau. Le peintre Whistler a lui aussi beaucoup fait évoluer sa signature au fur et à mesure de sa carrière, signant de son nom, puis d'un monogramme, et puis finalement un dessin qui exprime aussi l'air du temps, puisque stylisé, son papillon rappelle l'influence de l'art japonais sur l'œuvre de Whistler. Ah oui, en effet, c'est un problème d'avoir une signature pas jolie quand on est artiste. Mais on peut aussi la cacher. Pensons par exemple à Charles Garnier, qui va construire le Grand Opéra Garnier, qui ouvrira en 1875 et qui va cacher sa signature dans l'entrée principale, dirons-nous, de l'opéra. Cette entrée, c'est l'entrée des abonnés. C'est là que les spectateurs arrivent en carrosse parce que c'est une entrée de plein pied. Au plafond de cette entrée, Charles Garnier dissimule des chiffres, des lettres. Jean-Louis Charles Garnier, architecte, 1861-1875. Signer une peinture, c'est une chose. Signer un bâtiment. Si ce bâtiment qui porte votre nom s'écroule, c'est votre nom qui est dessus. C'est vous le responsable. Quoi que tu fasses, Pastelou ne prend rien à la légère. En effet, la signature depuis le 19e siècle n'est pas seulement un enjeu commercial. Lorsque Duchamp expose des objets manufacturés et qu'il les signe, il dit « Je suis un artiste, c'est un musée, cet objet est donc une œuvre d'art ». La signature prend ici une toute autre importance, elle sort du registre purement commercial. Et puis il faut être conscient que cette signature peut aussi peut-être occasionner quelques soucis. Ce sera le cas de Courbet. Courbet, grand peintre du 19e siècle, trop imbu de sa personne, et qui va faire l'objet de nombreuses caricatures qui tournent autour de sa signature et de la façon de moquer sa signature, trop nombreuse, trop grande, trop importante. Cette signature peut être aussi utilisée pour échanger avec le spectateur. Courbet, lorsqu'il signe sa truite, va signer In vinculis facebat, réalisé dans les liens. En effet, on peut voir cette truite comme une sorte d'autoportrait d'un artiste qui affronte les conséquences d'un jugement rendu après la destruction de la colonne Vendôme et qui voit sa carrière diminuer et entravée par ce jugement. Et que penser de cette œuvre de Goya où ce petit garçon tient en laisse une pipe qui tient dans le bec le cartellino sur lequel l'artiste a déposé sa signature. D'autant plus quand on sait que l'enfant est mort et que la pie risque d'être dévorée par les chats. Goya nous montre à quel point un artiste est encore soumis à son commanditaire et à quel point sa liberté est entravée. Tu as trouvé, Pastelou? Joli travail. Le P de Pastelou et le pastel qui t'a donné ton nom. Mais avant de travailler ta signature, je pense qu'il faut d'abord que tu travailles ton dessin. C'était l'art de presque savoir. Aujourd'hui, presque un mot savant. Toutes nos prestations à retrouver dans la description de la chaîne. À très bientôt!